Autant, nous portons les noms des autres. Nous parlons la langue des autres. L'école nous enseigne. Merci encore. Bon, comme c'est moi qui suis au perchoir aujourd'hui, je continue à parler. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis venant des Romains, Zuntu. Je suis Sabzan de père et Sandon de mère. Je suis ingénieur de formation, attaché de recherche au CEGARES, Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Je suis écrivain. À mon actif, j'ai écrit 8 ouvrages. Le 9e est en cours de parution et ça porte sur la femme chez les époux. Et je suis fondateur de l'ONG Génération Époux. Je suis très content, au nom des membres qui sont assis dans ce groupe, content de vous voir parmi nous. Cette fois-ci, nous allons démarrer notre cérémonie de vernissage du premier roman de Madame Angue. Elle est déjà là, c'est fait belle, vous avez vu, non? Je vous ai dit que les femmes, il faut attendre, il faut attendre. Avant de démarrer la circonstance, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de vous lever pour accorder 1 minute de silence en la mémoire de notre sœur qui vient de décéder, la fille de Grégory Mbaminsa. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit dès l'entame de mes propos, moi j'ai tenu cette organisation il y a cela 11 ans. Je n'ai pas prononcé de discours, je ne sais pas prononcer des discours écrits. J'aime bien parler avec mon cœur, même si je parle dans la langue française qui n'est pas la mienne, mais elle est devenue aussi la mienne parce que moi je la défends aujourd'hui. Pour dire que vous êtes les bienvenus ici, au Musée national, à l'occasion du vernissage de ce roman que vous tenez dans vos mains. Le roman a été écrit par Honorine Angominsa. Elle-même d'ailleurs, elle est professeure de français au lycée Siban de Libreville. C'est donc une adepte des lettres. Dans la salle, 2 personnes m'ont dit que Ango les avait tenus. Ango les avait tenus. Il y a cela 7 ans en arrière. Donc, elles sont venues spécialement pour voir leur professeur présenter son premier roman. Peut-être qu'à l'intérieur de ce roman, elles vont trouver les cours qu'Angue leur avait donnés il y a 7 ans en arrière. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup d'être ici et présents. Ceux qui n'ont pas encore pris des ouvrages, ne vous inquiétez pas. Nous avons commandé 100 ouvrages. Le stock est assez conséquent. Je vais tour à tour remettre la parole à nos professeurs qui sont devant. Tous sont des professeurs, des vraies maîtresses des lettres, des DST, des vrais. Là-bas, il n'y a pas fausse. Des vrais. À l'extrémité, là-bas, vous avez Maman Mitsa. On l'appelle Gisèle Mitsa.
allez-y sûrement sur Internet. Vous tapez Justine Mensah, vous aurez tout ce qu'elle a donné à ce pays, le Gabon. Elle a écrit le nom du Gabon au tréfonds de son cœur pour que la postérité se souvienne. Il y a récemment un documentaire qui a été fait à son honneur et nous l'avons partagé sur nos plateformes liées. Justine Mensah est gabonaise, écrivaine. Elle a écrit plusieurs ouvrages et ces ouvrages sont enseignés dans le cadre de la pédagogie au ministère de l'Éducation nationale. Au milieu, vous avez le professeur Ngema Minkou, Emmanuel. Elle s'appelle Ngema Minkou. Souvent, quand on prononce Ngema Minkou, on pense que c'est un nom. Vous voyez, c'est pas Mango, c'est pas Ansama, c'est pas Avomo, mais c'est Ngema. Elle est là. Elle aussi, elle écrit beaucoup. Et elle et moi, nous partageons justement ce fibre panafricaine-là qui vibre en nous. On estime que chaque peuple a le droit de promouvoir ses savoirs. Et on n'accepte pas qu'on dompte les autres à travers les savoirs étudiés. Tout comme ici au Gabon, moi je n'accepte pas qu'une communauté impose ses traditions à d'autres communautés. Je n'accepte pas. Et j'estime que chaque communauté doit promouvoir ses savoirs. Et si elle a des limites, elle peut demander assistance. Et c'est le contrat que Génération Écran vient de signer avec l'UNESCO, l'assistance. Si une association a besoin de notre savoir, notre assistance, elle peut nous contacter et on viendra assister, mais on ne viendra pas imposer. Ngema Minkou a écrit un très joli ouvrage récemment, ça porte sur le coronavirus. Vous savez, le coronavirus nous a isolés là. On lave les mains, on porte des bavettes, tout ça. Elle est également enseignante là-bas à l'ENS. Elle fait de l'anthropologie. Beaucoup qui connaissent l'ENS connaissent Ngema Minkou. À côté de moi, c'est celle qui nous réunit ici aujourd'hui, Anne Mensah, Anne Bonory. Moi, je ne vais pas la présenter. Ce que je peux déjà vous dire, c'est ce que je vous ai dit au début. Dans le cas de Génération Écran, elle est également la voix qui porte. C'est elle qui est responsable de la communication et des médias. Lorsque vous voyez notre publication, tout ce qui est en ligne, la police, tout ça, c'est elle qui gère ça. Elle-même, elle aura le temps de venir nous dire pourquoi elle nous a convoqués ici pour la cérémonie du vernissage du premier roman d'Ando. Je vais donc passer la parole à la présidente de la circonstance, Madame professeure Ngema Minkou. Merci beaucoup. Statut d'anthropologue, je me présente souvent, généralement selon les codes de mon identité endogène, d'accord? Maintenant, dans les pièces d'identité du Gabon, je suis maître de conférence des universités, enseignant-chercheur à l'INES, anthropologue et sociologue. Et j'ai été invité ici pour présider la cérémonie de présentation du vernissage de l'ouvrage de notre sœur Honorée Mensah. Les traites du silence. Je viens de découvrir le roman, mais il est tellement passionnant que je l'ai lu en moins d'une heure. Et j'ai surligné à partir de la page 51. Parce que c'est un roman de 19 chapitres. Un roman de 19 chapitres. Et elle nous a réservé un épilogue à la fin qui parle de 86 pages.
qui parle au-delà de l'histoire de Naya, de ses petits amours, du fait qu'elle court dans la vallée à la recherche et où elle a rencontré le blanc avec qui elle s'est liée d'amitié pour se rendre compte que c'est un traître. Donc, c'est ce qu'elle nous explique jusqu'au 14e chapitre des aventures de Naya. Je me suis dit, pourquoi Venant m'a appelé pour venir discuter des aventures de Naya dans la brousse? Mais à partir du 14e chapitre, j'ai compris l'intérêt anthropologique de son roman. Parce qu'il démontre explicitement, on commence par montrer la naïveté de l'Africain, des Africains que nous sommes. On saute partout, on croise le blanc, il a ses regards, les yeux de mer qui dessinent et qui est là pour observer. Dans la naïveté, elle a été prise de ce monsieur, mais sans comprendre la nature de sa mission. Pourquoi il est dans la forêt? Pourquoi il passe son temps dessiné? C'était un envoyé spécial, quelqu'un qu'on envoyait pour étudier, pour analyser la communauté, pour trouver le meilleur moyen d'attaquer. Comment faire pour attaquer une société? Il faut l'étudier de fond en comble. La fin justifie les moyens. Quitte à tomber amoureuse, quitte à tourner la tête d'une jeune fille naïve pour avoir les renseignements nécessaires qui vont nous permettre de savoir comment frapper, quand frapper et où frapper. Donc c'est ce que, en tant qu'anthropologue, j'ai retenu de ces 14 premiers chapitres où je me demandais finalement pourquoi Venant m'a appelé pour venir présider la présentation d'un roman d'aventure. Mais j'ai compris le fond, la naïveté de l'Africain qui court partout et qui est saisi par qui est charmé par quelqu'un qui est là pour faire ses livres, alors que lui, il est en mission pour analyser la société, comprendre la société, et ça nous rappelle les conditions de la colonisation, de l'esclavage, parce qu'ils ne sont pas venus du jour au lendemain pour dire on vous met en esclavage. Ils ont d'abord envoyé des éveilleurs, ils ont envoyé des gens depuis le 11e siècle, quand la guerre sainte, quand ils étaient plus sûrs de pouvoir gagner contre les Arabes. Ils n'étaient plus sûrs. Ils ont commencé à envoyer des expéditeurs. Ils ont créé des sciences spécifiquement pour étudier nos faiblesses. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, quand vous entendez, par exemple, qu'il y a un minerai quelque part, ils ne sont pas venus avec les lampes torches ou avec des boussoles pour savoir où est le pétrole, où sont les minerais, où est l'or. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont contentés d'étudier nos mythes. Ils se sont contentés d'étudier nos rituels. Et par la façon dont on définissait, par exemple, dont on décrivait le dieu d'une montagne interdite, ils savaient que ça correspond à l'or, ça correspond au diamant, ça correspond, comme on dit par exemple, c'est une rivière interdite, telle zone est interdite. Ils étudient le mythe, ils comprendront que là c'est le pétrole. Donc c'est en nous étudiant, en nous observant qu'ils ont compris où frapper, quand frapper, comment frapper et quoi frapper. Et c'est ce que Madame Honorine Angemita nous dit dans ces 14 premiers chapitres. Maintenant, à partir du 15e chapitre, de la fin du 14e chapitre, donc c'est pour ça que je disais que j'ai commencé à souligner, là, à la page 51, j'ai souligné une phrase prononcée par Naya, alors qu'elle devant. Oui. Nous devons fuir, mais pas seulement pour nous. Nous devons aussi préserver ce qui nous rend vivants, le savoir, les chants, les coutumes, les histoires des ancêtres. Nous devons partir vers l'intérieur, vers les montagnes. J'ai surligné cette phrase qui a été prononcée par la grand-mère de Naya, la Makoma. Ça m'a rappelé effectivement les combats anticoloniaux. Ça m'a rappelé les combats anticoloniaux, les premiers éveilleurs de conscience, les premiers panafricanistes qui nous venaient essentiellement de l'Afrique du Sud, du sud de l'Afrique. Les premiers mouvements anticoloniaux. Où, ok, ils nous ont tout pris. Nous devons fuir.
pas par lâcheté. Nous devons fuir parce qu'il faut préserver ce qui nous reste de vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous devons avoir cette phrase en tête. Fuir pour préserver ce qui nous reste de vivant. L'ouvrage a l'air d'une aventure, mais c'est très profond. Par rapport à tout ce que j'ai eu à souligner, les phrases sont très profondes. Plus loin, à la page 52, il y a plus de place pour les hésitations. Si nous restons ici, nous mourrons sous les poids de ceux qui ne comprennent pas ce que nous sommes. Mais si nous bougeons, si nous restons unis et solidaires, alors l'histoire de notre peuple continuera à vivre. C'est l'objectif que Venant de Gouman vient de vous expliquer. L'objectif de Génération Icône, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Nous menons des combats aujourd'hui. Oh, vos ancêtres qui tuaient les gens. Oh, pourquoi vos ancêtres n'ont pas ceci? Pourquoi ils ont laissé ceci? Oui, ils ont été lâches. Oui, ils se sont fait avoir. Mais toi et moi, qui connaissons la vérité, devons-nous encore hésiter aujourd'hui? Devons-nous encore se poser mille et une questions que... Bon, excusez-moi, pour les chrétiens. Excusez-moi pour les chrétiens. On fait venir raconter un Dieu qui est né à Jérusalem, une vierge qui serait tombée enceinte de Jérusalem pour mettre au monde le Fils unique d'un Dieu vivant qui serait mort pour vous sauver d'un péché qui existe toujours. Même le narratif ne convainc plus parce que le péché existe toujours. Autrement dit, il a raté sa mission. Allons-nous continuer à écouter, à hésiter entre ce que tu es? Entre ce que tu es, parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est celui de ses ancêtres que tu traites de lâche aujourd'hui. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que des générations avant toi, des gens ont fait ce qu'il faut pour que tu existes. Mais ce sont ces gens-là que nous insultons, que nous méprisons, au prétexte qu'ils n'avaient pas laissé les immeubles, au prétexte qu'ils n'ont pas inventé des supersoniques, au prétexte que, est-ce encore le moment d'hésiter avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, avec toutes les limites que cette modernité capitaliste à l'occidentale nous présente aujourd'hui? Donc, si nous restons ici, nous mourrons sous le pied de ceux qui ne comprennent pas ce que nous sommes. Ils n'ont même aucun intérêt à comprendre ce que nous sommes. Parce que s'ils comprennent ce que nous sommes, ils risqueront de nous respecter. Or, ils n'ont aucun intérêt à nous respecter. S'ils commencent à nous respecter, comment vais-je venir prendre, arracher, piller le village de quelqu'un que je respecte? Il faut que je cultive un irrespect ontologique pour que lui-même il accepte qu'il mérite de ne pas être respecté. Comme ça, c'est lui-même qui prendra ce qu'il est et il va ouvrir cela qui va ouvrir le chemin à ce qu'il est. Donc, ce sont en tout cas la plupart des phrases que j'ai eu à surligner, donc dans le même sens, juste pour montrer à quel point son roman qui a l'air d'une simple aventure, d'une simple histoire, est anthropologiquement très profond pour ceux qui ont les yeux pour voir. Et dans l'épilogue, j'ai souligné autre chose. Le peuple avait compris que la tradition n'était pas forte, n'était forte que si elle savait écouter des temps nouveaux. Et donc, les veines du village, c'est le feu de la mémoire qui circulait. Ravivé par l'expérience douloureuse de la guerre. Chaque génération devait comprendre que résister, ce n'est pas seulement porter la lance, c'est garder vivant ce qui ne peut être détruit. La dignité, la langue, la mémoire, l'âme des peuples. Donc c'est par là que je voulais terminer. C'est pas moi qui présente ce que, du point de vue de l'anthropologue que je suis, j'ai pu comprendre. Parce qu'il faut écouter les temps nouveaux. Autrement dit, lorsqu'on parle de retour à la tradition, on ne nous demande pas de retourner au XVIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Cela signifie quoi, retourner à la tradition? Cela signifie que si je fais une école de médecine, je serai ce médecin qui ira prendre les coupes et le four pour faire ces mélanges, pour concocter, pour analyser les formules qui tiennent pour que
demain ou après-demain, d'ici 50 ans, nous ayons notre propre pharmacopée, ou alors que les médicaments qui sont produits au Gabon soient des médicaments gabonais et qui seront achetés dans les pharmacies du Gabon. C'est pour dire que si je suis ingénieur, c'est le bambou de Chine de mon village que je dois travailler, que je dois transformer pour pouvoir irriguer l'eau au lieu d'attendre que le PNUD pense un énième programme pour l'hydraulique villageoise. C'est ce que ça signifie. Retour à la tradition, et l'ouvrage, le roman de Madame Honorine Antoninza est vraiment plein d'anecdotes pour nous faire réfléchir sur ces questionnements anthropologiques. Je remets le micro. Chers invités, c'est avec une profonde émotion que je vous présente aujourd'hui les craintes du silence. Une œuvre qui est avant tout une invitation à un voyage intérieur. Ce livre est né d'une interrogation. Comment l'être humain peut-il avancer vers son propre destin sans perdre le lien avec son histoire, ses racines et ses valeurs qui l'ont construit? Et c'est un constat qui est général. Lorsque moi-même, y compris, quand on me pose la question, mais ton village, il est où? Je dis, Mbanendama. Ah, ok. C'est sur la route de Pitam ou sur la route de Nouveau? Je dis sur la route de Nouveau. Ah, ok. C'est après quel village? Là, je suis perdue. Et ce n'est pas normal. Je suis censée savoir. Nous sommes tous censés savoir. On perd beaucoup de choses. À travers le parcours de Naya, une jeune femme promise à Ayon, un guerrier noble, courageux et discret, j'ai voulu raconter bien plus qu'une histoire d'amour. J'ai voulu explorer le combat intérieur d'une femme confrontée à des choix qui dépassent sa propre personne. Le poids de la tradition, la voix des ancêtres, les attentes de la communauté, mais aussi le désir profond d'exister selon ses propres aspirations. Naya représente cette génération qui se trouve à la croisée des chemins. Une génération qui reçoit un héritage, mais qui cherche aussi à écrire sa propre histoire. Les craintes du silence interrogent ainsi la relation entre tradition et modernité. Le professeur l'a dit tout à l'heure, si je suis ingénieur, je dois me servir de ce qui vient de moi, de mes racines, pour le développer et ne pas attendre le PNUD, un développement ou un projet qui ne vient pas de nous. Elle est une mémoire, une sagesse, une identité, mais la modernité apporte également ses questionnements, ses libertés et ses nouvelles aspirations. Entre les deux, il ne s'agit pas forcément de choisir un camp, mais de construire un dialogue. Le silence dans cette œuvre, c'est un langage. Il porte les non-dits, les blessures, les sacrifices, mais aussi les réflexions profondes qui précèdent les grandes décisions. Car parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des armes, mais dans l'intimité de notre conscience. À travers Naya, Ayon et Elijah, j'aborde également la question de l'amour, un amour confronté au devoir, à la fidélité, aux choix et aux conséquences. Aimer, c'est aussi accepter que nos décisions transforment notre chemin. Cette œuvre est un hommage à nos héritages culturels.
Elle rappelle que nos traditions ne doivent pas être perçues comme des chaînes, mais comme des racines. Une racine ne nous empêche pas de grandir. Au contraire, elle nous donne la force de nous élever. Je souhaite que chaque lecteur, ici ou ailleurs, puisse retrouver dans cette histoire une part de ses propres interrogations. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et comment construire demain sans oublier hier? Je vous remercie d'être présent pour célébrer avec moi les mots, la mémoire, la culture et l'émotion. Merci beaucoup. Honorine Angeminta, chargée de la communication Génération Écan. Je viens d'entrer dans dans la grande chambre des écrivains aujourd'hui. Donc, d'où ce vernissage littéraire. L'inspiration, elle vient du constat que nous faisons tous, c'est que la culture, toutes les valeurs qui nous ont été transmises sont en perdition. Or, justement, la tradition, lorsqu'elle est bien orientée, lorsqu'elle est bien transmise, elle devient un refuge. Et le fait de perdre tout ça, ça donne tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On a une génération qui tente à se perdre. Et si on n'agit pas rapidement, si on ne dit pas les mots qu'il faut et comme il faut, malheureusement, tout ce que nous avons appris, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, va s'éteindre en même temps. Donc, étant garante de cette flamme-là, donc voilà pourquoi, à travers ce roman, je ravive et je ranime ce flambeau. Le rapport, c'est que le guerrier, il est promis, c'est son promis. Le guerrier représente tout ce qui est ancien, parce que ce sont des promesses, c'est comme ça que les choses se font. Vous êtes promise, lorsque vous êtes né, on sait à qui vous êtes destiné. Et celui qui arrive, lui, il représente la modernité. Donc, elle apprend de nouvelles choses, elle est émerveillée. Et malheureusement, le fait d'être bien trop émerveillée, ça l'a rendue naïve au point de ne pas voir ce qui était derrière. C'est-à-dire que ça, le fait que par la suite, ça devient, elle a vu la mort de tout ce qui lui appartenait, de tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Et c'est le fait de se ressaisir et de comprendre que, en fait, ce qui est ancien n'est pas si mauvais que ça. Et que, au contraire, c'est même beaucoup plus vital que ce qu'on pense être meilleur pour soi. L'ouvrage, il est à 5 000 francs. Et il suffit de contacter l'ONG Génération Écan. Lorsque vous allez sur les différentes plateformes de Génération Écan sur le MUTA, vous allez voir les contacts pour pouvoir se procurer l'œuvre. C'est un dialogue, c'est-à-dire que la modernité et la tradition doivent constituer un dialogue. Si je parle de l'étreinte du silence, c'est justement parce que les anciens se sont tus. Désormais, c'est TikTok qui éduque. Désormais, c'est beaucoup plus la rue qui éduque. Désormais, c'est Facebook et autres. Mais on ne jette plus un regard sur ce qui fait de nous notre essence même. Et le fait que les anciens se soient terrés dans ce silence-là. Et en fait, le silence n'est même pas... le silence ici est perçu comme des non-dits. Une tradition qui est désormais tue parce qu'on ne veut plus l'entendre. Une valeur qui n'est plus mise en exergue parce qu'on ne veut plus la regarder. Et c'est vraiment dommage. Donc, cette œuvre
ce silence, lorsqu'il finit par parler, on se rend compte que ce qui est transmis est très important. Et c'est en fait l'essence même qu'il nous faut pour mieux s'enraciner dans le monde moderne. Parce qu'avec l'apport de tout ça, comment faire un juste équilibre? Il faut juste savoir euh, prendre ce qui est beau chez nous et vraiment majorer parce que tout ce qui vient ailleurs n'est pas forcément beau. C'est le cas de Naya. Elle a vu l'ailleurs et elle s'est dit, waouh, c'est beau, il dessine, il écrit, il fait des choses que chez nous, on ne fait pas. Donc forcément, l'ailleurs est meilleur. Sauf que quand elle pénètre ce milieu-là, elle se rend compte que par la fin, le fait d'être rentré dans ce silence, c'est-à-dire de taire tout ce qui lui était appris, ça a fini par mal l'étreindre. Ça a vraiment fini par mal l'étreindre et elle s'est retrouvée dans cette situation. Or, si elle avait peut-être su combiner les deux, vous savez, c'est ce qu'on demande à nos jeunes aujourd'hui. C'est malheureusement ce qui arrive quand on n'arrive pas, même nous, parents, à savoir faire concilier les deux aux enfants. Mais je suis très heureuse parce que très souvent, quand j'allume mes téléphones ou que je rentre dans une plateforme, euh, que ce soit TikTok, Facebook, il y a tellement de jeunes Gabonais qui font le tradi moderne, c'est-à-dire que un rap empreint de son moderne, ils arrivent à faire cet alliage-là. Ce sont des jeunes, ils créent cette harmonie qui donne un son qui est neuf, mais un son qui est très puissant, un son qui parle aux anciens et qui sait parler aussi à la jeunesse, tout en gardant ou en interpellant la jeunesse. Il faut retourner aux sources. Et tout en interpellant aussi les vieux, les anciens, en leur disant que ce qui est neuf peut aussi s'allier avec ce qui est ancien.